et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Youhou! En direct de Rimouski, elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui parce qu'elle est trop souvent au shaker sur la rue Saint-Germain à Rimouski à C'est faire pas le vrai. party. C'est Non, faux. je pensais que t'es rendu un peu, c'est vrai, t'es rendu un peu vieille pour le shaker. Moi, je suis trop vieille. Je suis pas la clientèle cible. Ariel, capote, là, il y a plein de nouvelles, il y a plein de combats. Moi, je ne sais plus où donner de la tête. J'ai essayé de. Tu m'as envoyé tes sujets, là, j'ai essayé de comprendre. Je ne sais pas si mon anglais est mauvais, mais il y a des enfants que je n'ai pas compris. Fait que j'ai fait, c'est pas grave. Je vais tout t'expliquer ça. Marielle, elle va tout m'expliquer ça, pas plus tard qu'aujourd'hui. Oui. À travers tous nos sujets, c'est lequel de nos épisodes, là, Marielle? On est rendu 33 quand même. Mine de rien. Ça fait Puis là, 33 fois qu'on fait ça. Je voulais juste te dire, tu sais, je regardais maintenant à Montréal, le tournoi féminin, je pense qu'ils ont rajouté 2 jours au tennis pour que ce soit la même nombre de journées que le tournoi masculin. Il y a plein de sports comme ça, là. On s'en va, puis moi je suis content, vers vraiment un équilibre parfait entre les hommes et les femmes. Puis ça fait mon affaire. Tu sais, on a vu la médiatisation autour de Caitlin Clark au basket qui a éclaté les records de code d'écoute. Moi, je suis bien à l'aise, puis j'adore ça. Mais là, on a plein de sujets. Il est arrivé plein d'affaires. Des décisions qui ont été renversées. On a des cas rumeurs. de doping, des rumeurs. On a des combats à venir au Québec. Oui. Des rumeurs, oui, des rumeurs. Mais toi, tu avais une chronique. Tu voulais initier une nouvelle chronique. Je t'ai écrit une chronique. Je suis assez fier à part de ça. Mais j'aurais aimé ça que tu écrives la chronique à Professeur Poulain. J'ai oublié de te dire. Ben, là, trop tard. Je voulais même m'acheter un tableau. Mais là, je me suis rendu compte que j'ai de la misère à mettre ma face au milieu de l'écran. Imagine, j'essaie de mettre un tableau. Je voulais te parler, puis c'est toutes des affaires que tu connais déjà, mais c'est pas à toi que je vais les apprendre, là, c'est aux gens à la maison, OK? Toi, tu faudrait que tu joues le personnage du citoyen moyen en boxe, OK? Puis que tu sois impressionné quand je dis des affaires. Donc, je vais t'écouter, puis après ça, je commenterai. Ça te va? Marie Spencer va affronter April Hunter le 6 juin prochain au Casino de Montréal. Et là, ça me disait rien comme combat. Tu sais, je dis, OK, April Hunter, elle a quand même une belle fiche. Mais là, j'ai décidé, parce que j'ai eu le mandat, d'écrire sur l'adversaire de Marie Spencer. Et là, j'ai décidé de me lancer à fond dans c'est qui ça, April Hunter? Et là, voici ma chronique. Et après, tu répondras à ma question. Là, et note mes questions, j'en ai tout de suite une. Pourquoi April Hunter, qui est comme une assez bonne vedette chez elle, accepte un combat ultra dangereux ici contre Marie Spencer? Ça, c'est ma question numéro 1. Est-ce qu'ils ont vraiment confiance en elle ou est-ce qu'elle a juste peur de rien? C'est qui ça, April Hunter? C'est une fille qui, à l'âge de 9 ans, à Newcastle, qui a un gros programme de soccer, tout de suite, elle a été repêchée par Newcastle. Ils se sont occupés d'elle, ils l'ont développée, ils voulaient en faire une athlète de soccer professionnelle. À 15 ans, et là, j'ai noté la blessure en français, le fameux torn ACL, OK? Elle s'est brisé le ligament antérieur croisé, OK?
pendant 1 an, elle a subi une opération, puis elle attend pour revenir de ça. Mais imaginez, savez-vous comment ça marche, cette opération-là? Ils prennent des morceaux dans l'autre genou, de ligament, puis ils gossent. Et c'est ça, d'incorporer ça dans l'autre genou. Finalement, c'était pas mal fini la carrière de soccer. Elle commence à découvrir, comme plusieurs jeunes de 15 ans, l'alcool, puis le fait de rien faire de ses journées. OK? Fait que ça va pas super bien. À l'âge de 19 ans, elle perd son cousin, qui est aussi son meilleur ami. Il est en voyage, je ne me rappelle pas quel pays chaud, prend un peu trop d'alcool, il se noie, la journée de ses 24 ans. Fait qu'elle est vraiment découragée, elle retombe dans l'alcool, la dépression, l'angoisse et l'anxiété. Et là, à 21 ans, elle découvre la boxe. Elle rentre au gym dans l'espoir de perdre du poids et elle ne sortira jamais du gym de boxe, elle tombe en amour avec la boxe. Elle va être entraînée par Peter Fury, qui est l'oncle de Tyson Fury, Tyson s'amuse à dire que c'est son père aussi, parce qu'il est comme s'il était proche. Fait que bref, là, elle va faire 15 combats amateurs et elle passe chez les pros. Okay, ça, c'est encore là, ça m'a comme insécurisé. Cette fille-là, elle n'a pas l'expérience pour affronter Mary Spencer. Là, j'en revenais pas. Puis là, dans mon histoire, okay, qu'est-ce que j'avais d'autre? Quand je vous dis que je ne comprends pas pourquoi elle vient ici, c'est parce qu'à Newcastle, c'est la première boxeuse à passer chez les pros. Elle est ultra populaire, OK? Elle est endossée par le joueur de football Harry Kane, qui a à peu près tous les records dans le circuit anglais. Lui, il la supporte parce qu'il a entendu parler de son histoire de joueuse de soccer, puis il tripe. Tyson Fury la supporte, se présente souvent à ces gars-là où va faire des vidéos pour l'encourager. Puis Savannah Marshall est sa meilleure amie. Même des histoires que Savannah Marshall va probablement être à Montréal parce qu'elle fait le tour du monde, elle voyage tout le temps avec elle. Elle la met souvent dans ses sous-cartes. Quand elle a perdu son seul combat, Savannah avait gagné la finale contre une Africaine. Aide-moi avec le nom si tu veux. Puis, Lolita Museya. Exactement. Puis, son entrevue d'après-match, elle parle beaucoup d'elle, elle parle beaucoup de sa victoire, mais elle revient souvent pour défendre son amie en disant il y a eu de l'accrochage, c'était mal géré, elle aurait dû gagner. Puis, elle a vengé cette défaite-là. Fait que je trouve vraiment intriguant une fille qui a juste 15 combats amateurs, 8 combats pro, mais qu'avec une vraie équipe alentour d'elle, elle a un gars qui s'appelle Dawes, qui est un boxeur de 14-2, qui a l'air d'agir comme conseiller. Elle a beaucoup de gens autour d'elle. C'est une fille qui pourrait faire la pièce chez elle, vendre beaucoup de billets, puis elle prend ce défi-là. Puis j'ai une autre anecdote pour toi. Elle est allée en voyage aux Maldives, qui est une île autour de l'Inde, qui est magnifique. Et là-bas, c'est interdit des démonstrations homosexuelles. Et elle, elle a une conjointe et elle l'a embrassé sa bouche, un superbe cliché avec les Maldives en arrière. Mais, par exemple, elle a attendu d'être retournée en Angleterre et là, elle a diffusé ça. Puis elle a comme été pour la cause là, de dire c'est effrayant et puis il y a des pays rétrogrades. Ben, elle a vraiment bien fait, là, c'était positif, pour aider les gens là-bas, faire avancer le débat. Fait que c'est quelqu'un aussi qui a fait avancer ce débat-là. En tout cas, ça m'a surpris de voir tout le package, puis le fait qu'elle est très connue, beaucoup de followers, puis qu'elle vient comme risquer tout ça contre notre Mary Spencer qui frappe comme un train. Puis ils se sont challengés sur les médias sociaux. Elle a dit Hunter, tu vas te faire chasser. L'autre a répondu la seule affaire que tu vas chasser, c'est ton chèque de pension de vieillesse. Fait que là, toute cette histoire-là, là, ça me fascine autour du 6 juin, mais je sais, et là, c'est à ton tour, que toi, tu ne crois pas vraiment qu'elle a des chances. Mais ça me surprend tout ça, le risque qu'on vient prendre ici avec une fille qu'on pourrait monnayer là-bas. Je vais lui mettre mon sujet, Mary Spencer qui affronte. Ça va être pour un titre, by the way, un titre mineur, le WBA Gold, mais il y a une stratégie en arrière de ça. April Hunter, c'est une fille, une grosse personnalité, là. Elle a un caractère fort, elle parle fort, elle ne mange pas ses mots. C'est la fille qu'on a vue dans la conférence de presse de Clarissa Shields contre Savannah Marshall en Angleterre, leur dernier rematch, qui s'est levée dans la conférence, qui a interrompu la conférence pour caller Shields. Là,
elle est capable, elle n'est pas gênée. On n'avait tous jamais vu ça. On s'était dit, puis le Shields était là, toi, reste-toi. Puis la guerre a pogné entre Shields et Hunter. Là. Tu sais, elle va se présenter devant Mary Spencer, puis ça ne l'impressionne pas, Mary Spencer, parce qu'elle est habituée d'être avec des filles comme Savannah Marshall, qui sont de l'élite, des gars comme Tyson Fury, comme tu dis. Elle, affronter quelqu'un de grand ou avoir du bon... C'est ça. Fait qu'elle, elle se présente ici, puis elle n'a pas grand-chose à perdre parce que, d'une part, elle était inactive depuis à peu près 1 an, puis il y a des raisons à ça. Elle était signée chez Boxer. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Boxer a laissé tomber un paquet d'athlètes. Boxer éprouve des certaines difficultés financières, même si ce n'est pas dit comme ça. Il y a beaucoup d'athlètes de Boxer qui ne sont plus chez Boxer. Donc, elle s'est ramassée, elle, plus de contrat promotionnel, elle n'avait plus de contrat de management non plus. Elle vient de signer chez Warren Management en copromotion avec Split. Ça lui amène des opportunités. Split Management, il faut comprendre que c'est Brian Cohen. Et Brian Cohen est aussi le manager de Mary Spencer. Donc, il y a eu une opportunité. En boxe féminine, on dirait que c'est monnaie courante. C'est pas Camara aussi qui avait affronté, je pense, la conjointe de Brian Cohen, justement. Ouais. Non, mais tu sais, il faut comprendre qu'il y a des liens ici. C'était quelque chose de plus simple à organiser qu'on pense parce que le manager ou les managers ont des liens ensemble. Donc, ça s'organise. April Hunter a vengé sa défaite contre Kirsty Bavington depuis. Elle s'est repris. Dans son inactivité, elle a beaucoup travaillé. Elle arrive ici confiante de pouvoir montrer qu'elle n'est plus la même fille, qu'elle a corrigé des lacunes, qu'elle a travaillé fort, puis elle pense sincèrement qu'elle peut battre Mary Spencer ou du moins bien faire. Il ne faut pas oublier la tribune. Là, tu te ramasses sur ESPN Knockout, ESPN tout court, ESPN Plus, pardon, et sur Punching Grace, la visibilité existe pour cette carte-là au niveau mondial. Le titre WBA Gold, c'est un titre stratégique parce qu'on sait tous que Terry Harper a le WBA régulier. Et Terry Harper, ça fait 1 an, ça va faire 1 an le 27 mai qu'elle n'aura pas défendu son titre. Et elle a déjà annoncé qu'elle voulait redescendre après sa défaite contre Sandy Ryan. Parce que Harper était descendu à 147 livres pour affronter Ryan pour le titre de Ryan, et ça ne s'était pas bien passé. Maintenant, April Hunter, c'est quand même quelqu'un qui a des skills, là. Elle sait boxer, elle a des aptitudes de boxe. Elle est un peu lente, elle n'a pas beaucoup de puissance. Elle a pincé à Harrington avec une main droite, je pense, au combat revanche. Ouais. Donc, il ne faut pas trop accrocher sur son zéro KO. On ne verra pas quelqu'un qui boxe tout croche, comme on a déjà vu là, des fois dans ces catégories-là. Il n'y a pas beaucoup de choix d'adversaires, puis on se ramasse avec des filles qui ont appris sur le tas. Elle n'a pas beaucoup d'expérience, c'est sûr que ça se voit dans sa boxe, mais elle travaille avec des bonnes personnes. Donc, à chaque combat, en théorie, elle est un petit peu meilleure que ce qu'elle était avant. Puis là, ça fait 1 an que tu es inactif. Il ne faut pas prendre ça comme de l'inactivité totale. Des fois, tu es super actif dans le gym, mais tu ne l'es pas dans le ring. Donc, peut-être qu'elle a pas fini. On va revenir avec la pandémie où il y a un paquet de filles qui ont été inactives qui sont revenues des beasts. Là, ils avaient tellement amélioré leur boxe à travailler dans le gym énormément. Donc, moi, je pense pas que... Ce qui m'impressionne le plus, c'est de prendre cette fille-là qui serait monnayable, puis il faut qu'à quelque part, elle a confiance en elle ou les gens autour ont confiance en elle. Là, est-ce qu'ils vont arriver ici puis ils vont juste frapper un mur puis s'être complètement trompés ou on va voir qu'elle s'est boxée, parce que c'est un peu, avec Mary Spencer, c'est un peu l'erreur qu'on fait toujours. Quand Femke Herman est arrivé ici, moi, je pensais que ça allait durer 10 secondes. À radio, il pensait que ça allait durer 1 minute. Fait qu'on y arrive à un niveau où Spencer ne va pas tous les assommer. Mais là, c'est Spencer, c'est comme elle, c'est la mesure. Mais moi, je vais te lancer une prédiction, puis je suis au courant de rien, mais d'habitude, j'ai une bonne intuition, là. Le 17 août, il va y avoir un gala à Québec. Puis ce que j'entends, parce que j'ai des contacts partout. Ah ouais, dis-moi ce que t'entends. Des fois à Québec, mettons, Camille et Stéphane, ils mangent avec ses amis. Il ne sait pas, mais le serveur, c'est quelqu'un que j'ai placé au restaurant pour écouter. C'est ta taupe. Ouais, pour vrai, oui, je place des gens comme ça. J'ai des contacts. Puis j'entends que si tout fonctionne à Québec, c'est un gala sur ESPN régulier, c'est le premier combat de Christian Mbidi. Puis j'entends que
Ça se peut que Vanessa Lepage-Johannis soit en combat d'unification si tout fonctionne bien. Ça se peut que Mary Spencer se batte pour la WBA régulière s'il n'y a pas de blessure contre Hunter. Ça se peut que Léla Baudouin ait son combat le plus important en carrière. Donc, quelqu'un comme toi va aller à Québec le 17 août prochain. Moi, c'est sûr que je vais demander mon prochain. accréditation. Je m'attends à voir les 3 filles sur la carte à Québec. Mais dans C'est les mes combats, attentes. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais je m'attends à ça. Ouais. Non, mais c'est que le fait que ESPN régulier embarque, puis souvent, ils vont acheter la sous-carte sur une de leurs plateformes, c'est que là, ça pourrait être très gros et pas seulement la finale. J'espère que je n'ai pas trop parachuté ton sujet, mais j'étais content de ma chronique. Non, c'est ça. Dans le fond, j'ai intégré mes sujets. Moi, ce que je m'attends, dans le fond, pour ce combat-là, c'est mes attentes, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. C'est que je m'attends à voir quand même les premiers rounds, mettons jusqu'au 4e, 5e round, voir quand même de la boxe technique des deux bords. Mary Spencer, parce que April Hunter, c'est pas le genre de fille qui va se garrocher d'un coup de puissance de Mary, là. Elle va quand même être habituée de boxer à distance, faire ces affaires-là. Ça va aller un petit peu plus mollo, ça va être un petit peu plus technique au début, peut-être un peu plus lent, mais j'attends quand même à voir Mary prendre le dessus à partir peut-être du 4 ou 5e round. Et c'est ça, April est assez lente, puis elle n'a pas beaucoup de puissance. Donc, c'est sûr que je ne m'attends pas à ce qu'April va knocker Mary, mais je pourrais m'attendre que Mary puisse pincer April à un moment donné, parce que même si April est un petit peu plus lente que Mary, puis est moins habituée aussi que Mary. Mary a énormément de... Tu sais, 3 fois championne du monde amateur, veut pas. Plusieurs fois championnat du monde professionnel. Il y a une différence. Les gens à la maison ou les journalistes qui nous écoutent pour avoir des scoops, allez donc à la conférence de presse parce qu'on ne sait jamais avec April Hunter. Ça devrait être croustillant. Moi, je m'attends à ce qu'elle arrive là coquille, puis qu'elle soit capable de... Tu sais, elle connaît son public aussi, là. Je dirais ça. Elle sait faire plaisir à son public. Elle sait qu'est-ce qu'elle est capable de dire. Elle n'a peur de rien. Elle n'a pas peur de Mary Spencer, ce fille-là. Ça, c'est sûr qu'elle n'a pas peur de Mary Spencer. Elle est habituée d'être, comme je dis, avec des gens qui boxent à haut niveau. Elle sait c'est quoi la vie d'un boxeur de haut niveau. Elle suit Savannah Marshall, elle suit Tyson Fury beaucoup. J'ai zéro peur pour cette fille-là qu'elle va faire son petit bout de chemin. Maintenant, c'est un combat risqué pour elle quand même, mais pour Mary aussi, parce que si Mary ne paraît pas bien face à April Hunter, les gens vont se questionner parce qu'il y a vraiment une grosse différence d'expérience quand même. Moi, c'est mon seul bémol. Il faut que Mary paraisse bien, peu importe comment elle gagne. Comme ça, je l'amènerais, Laurent. J'aimerais ça te revenir sur le combat de Kim Clavel contre Catherine Renée Lindenmuth. Un combat qui a plu beaucoup aux fans pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait beaucoup d'action. Hein, je dirais que c'est un combat qui, si tu t'assois, puis tu regardes ça, puis tu sois au casino ou devant Gymbox TV, ça donne un spectacle quand même. Côté spectacle, c'est check. Là. On ne peut pas dire l'inverse. C'était quand même intéressant à voir. Toi, est-ce que... comment tu as trouvé Catherine Lindenmuth? Elle lance beaucoup de coups. C'est certain que son gabarit, c'est... Si on prend pour la suite des choses, Kim est toujours la plus petite des deux. Fait que là, tu te demandes affronter une plus petite, ça la prépare pas à rien. C'est juste un magnifique combat pour la télévision, pour la garder active. Oui. Mais c'est certain que Kim, elle a un avantage à faire ce genre de combat-là qui est du bonbon pour la télé parce que le sport étant un sport spectacle, les championnes à 105, 108 ou 112, que Kim a dit qu'elle accepterait n'importe qui, mais à un moment donné, tu as aussi, mettons que tu es un promoteur, puis que quand tu cherches une adversaire, tu vas dire, bon, Kim Clavel, elle coche beaucoup de cases. Elle paraît très bien, elle est trilingue, puis si je l'amène, elle va assurément donner un bon spectacle. Fait que là, je pense que Kim, elle a fermé, en tout cas, elle a fermé aucune porte. Je ne sais pas à quel point elle a fermé aucune porte. À un moment donné aussi, tu te bats 2 fois en 2 mois, c'est légitime. Le combat contre Farrell Boussaïri avait été un peu plus difficile. Le résultat était plus controversé. Un peu pas controversé, mais mettons qu'on a vu Farah, gagner des rounds, c'était un combat plus serré. Contre Catherine Lindenmuth, c'est sûr que Kim a quand même dominé les échanges.
ça me fait rire un peu. Tu dis Kim, elle se bat contre une plus petite. C'est parce que la différence était énorme. J'avais l'impression, pour la première fois de ma vie, que Kim était grosse, massive dans le ring. Là. C'est une fille de 4 pieds 10, 98 livres dans la plupart du temps dans sa vie, là, Lindenmuth. Oui, puis Catherine Lindenmuth, on voyait qu'elle avait peu ou pas réhydraté, puis Kim avait bulké. Là. Kim était costaude dans le ring. On voyait qu'il y avait une différence avec la pesée. Puis il faut comprendre que Catherine Renée Lindenmuth a fait le gros de sa carrière à 105, mais aussi à 102 livres, parce que oui, chez les femmes, il y a une catégorie 102 livres qui n'existe pas chez les garçons. Et à l'inverse, il y a une catégorie plus lourde chez les gars, les cruisers, entre autres, qui n'existent pas vraiment chez les filles. Ouais. Fait que c'est ça qui est ça. Mais la petite, elle s'est vendue cher. Elle a vendu cher sa peau. Elle a montré qu'elle avait un bon menton. Elle a montré qu'elle n'avait pas peur de Kim. Elle n'a jamais ralenti tout le long de toutes ses rondes. Elle a donné son volume. Elle a touché Kim parfois. Moi, je ne suis pas prête à dire que Kim a gagné tous les rounds, mais je donne peut-être 1 ou 2 rounds à Lindenmuth, des rounds plus serrés, mettons, où les échanges, peut-être qu'elle a gagné en volume sur Kim, mais c'est sûr que les coups d'impact, c'est Kim qui les avait. C'est sûr que le tempo, le rythme, c'est Kim qui l'avait. Puis, l'impact, à mon avis, est toujours plus important que le volume. Moi, en tout cas, j'ai tendance à valoriser beaucoup plus l'impact qu'un volume. Tu peux lancer en volume, mais pas toucher, hein, ou toucher effleuré. Là. Donc, un bon coup d'impact, souvent, ça fait le travail. Kim a fait le travail. Moi, j'étais satisfaite. Maintenant, comme tu dis, c'est sûr que ce n'est pas une pratique pour Plata ou Bermudez. C'est un combat pour rester actif. Ce n'est pas une pratique pour Plata et Bermudez. On ne parle pas d'une fille du même style du tout. Mais elle m'a quand même, je lui ai parlé à Lindenmuth autant avant qu'après, puis je lui ai dit, hey, t'es courageuse, parce que nous, on avait parlé sur le podcast précédent, puis on avait dit, elle est faible, on avait dit ça, puis je lui ai comme dit, j'ai dit dans d'autres mots, j'ai dit, t'as pas la même expérience que Kim, c'est un gros défi pour toi, là. Tu le vois comment? Puis elle me disait, moi, des défis dans ma vie personnelle, j'en ai eu. J'en ai eu en kickboxing, je les prends en boxe, j'ai juste une vie à vivre, puis j'ai envie de ces défis-là. Elle est arrivée avec beaucoup de positivisme. J'ai trouvé que cette fille-là était très intéressante du point de vue de la personnalité aussi. Je pense qu'elle était très redevable, très contente que Kim lui ait donné l'opportunité de partager un ring. Il y avait beaucoup de respect entre les deux. Elle n'est pas arrivée coquille, elle est arrivée en sachant très bien que ça allait être un combat difficile. Elle ne venait pas ici dans le monde des licornes, mais elle a vraiment bien fait. Je pense que les gens qui regardent ce combat-là pourraient lui donner des meilleures opportunités dans sa catégorie de poids à elle, après à 105 ou à 102. Tout comme Kim, c'est une fille qui va livrer pour la télévision. Tu sais, si oui, tu peux la mettre c'est ça. Elle est intéressante, tu sais. C'est ça. Mais Kim, je te dirais, tu sais, 105, 108, 112, il n'y a pas grand championne que si tu places devant Kim, on peut dire que Kim est comme largement négligée. C'est chaque championne ou chaque combat, le jeu en vaudrait la chandelle. Tu sais, même à une époque, j'avais peur de Senesia Estrada. Puis là, elle est rendue plus humaine, tu sais, même si elle gagne toujours. Là, ça donnerait un bon combat contre Kim. Là. On ne se rencontre pas de mensonge. C'est sûr que la case serait cochée là, aussi, là, pour côté qualité de combat télé, là, oui. C'est ça, tu peux mettre Kim contre n'importe qui, puis elle a des chances valables, puis le spectacle est là. Donc, après ça, ça va être au vieux renard à Yvon Michel, mais je ne suis pas trop inquiet. Yvon est capable de tirer son épingle du jeu comme promoteur. Il est assez rusé. Hein? Hey, je vais te parler d'Alexa Kubicki vite, parce que je suis allée à Edmonton le 4 mai pour ce gala où Alexa Kubicki se battait, puis aussi Candy Wyatt. Première chose, je veux juste parler de Candy Wyatt vite, parce que même si ce n'est pas mon sujet principal, elle affrontait un adversaire quand même assez faible, qui était comme 3-20. Moi, j'aime pas ça, voir des Journeywomen d'Europe de l'Est être amenées contre des filles qui ne seraient plus rendues là dans leur carrière, puis je vais t'en reparler plus tard dans un autre sujet. Mais ça reste que j'ai compris un peu le move pareil. Ils m'ont bien expliqué tout le coin, parce que j'ai eu un accès au vestiaire. J'étais très contente. J'ai pu rester avec les équipes, l'équipe autant de Kubicki que de Candy Wyatt pendant tout le gala. Et ils m'ont bien expliqué, l'équipe de Candy Wyatt, qui voulait ramener Candy à 140 livres.
C'est fini le 147 livres. Elle était trop petite dans le ring à 147 livres avec réhydratation et tout. Là. C'était très désavantageux pour elle. Puis elle a eu des défaites solides à 147 livres, justement en acceptant des combats de dernière minute ou encore parce que l'adversaire était beaucoup plus grosse, puis il y avait eu des vrais camps d'entraînement. Donc, elle revient à 140 livres. Donc, ça ouvre la porte à une fille comme Marie-Pierre Roule ou Jessica Camara, peut-être même dans le futur, de faire un combat local intéressant. Elle n'a pas un combat de signé, elle, Candy Wyatt? Ben là, elle l'avait, son combat. Elle l'a fait, là, mais je ne sais pas Ah si non, elle se bat dans 2 semaines contre la Canadienne Jane Clampett. Oui, elle se rebat, là, c'est ça. Elle se rebat, mais à 140 livres. Non, mais ça, c'est quand même. C'est un combat qui a lieu aux États-Unis, mais c'est un beau combat. C'est un combat dur, ça. Parce que Jamie Campbell est quand même plus âgée, mais c'est une méchante boxeuse. Elle est tough. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est un combat que j'avais mis sur ma courte liste à surveiller au mois de juin. Mais pour Kubicki, ce que je veux dire, c'est que la Kubicki qu'on a vue l'année passée se faire battre ici à Place Belle contre Linda Contreras, on avait vu une Kubicki arriver coquille, qui voulait faire un spectacle, tu sais, qui en faisait trop puis qui dérogeait de son plan de match. Elle voulait partir avec un contrat. Mais elle voulait se faire signer comme plusieurs. Puis elle est jeune, elle avait 19 ans à l'époque, le manque d'expérience, vouloir trop en faire. Moi, j'ai vu une Kubicki totalement différente à Edmonton. J'ai trouvé qu'elle était focus. Puis pourtant, c'était elle le combat principal de la carte devant une foule remplie, une vraie salle remplie. Il y a plus de gens qui rentrent là qu'à notre casino. Là. Donc, je dirais qu'elle avait tous les facteurs pour vouloir en faire beaucoup, pour vouloir impressionner sa foule. Mais elle l'a fait dans le ring. Elle a fait une belle performance. L'adversaire, Sylvia Duran, c'est une adversaire de dernière minute qui est arrivée. Écoute, c'est catastrophique les visas présentement, puis les autorisations au Canada. Il y avait une fille qui avait été autorisée, une Mexicaine, qui avait été autorisée à affronter Kubicki pour 2 titres, le WBC Youth et le NABF. Et la fille, on m'a expliqué qu'elle s'est faite non seulement, c'est même pas une question de délai, malgré la lettre de la WBC, la lettre d'invitation du promoteur, le contrat signé, la lettre qui couvrait qui prouvait que ses dépenses étaient couvertes, non seulement elle, mais tout son coin s'est fait refuser le visa. Donc, c'est triste parce que, dans le fond, tout était fourni pour prouver que la fille allait venir et allait partir, là, puis que c'était pour un combat de boxe. Et elle s'est fait refuser le visa sans explication. Donc, WBCU s'est tombé à l'eau parce qu'il fallait un adversaire aussi jeune que Kubicki ou presque. Il y a des règles pour ça. Ensuite, c'était Farah El Boussaïri qui a accepté le combat, contrat signé tout, mais la commission du Wyoming a refusé parce qu'elle venait d'affronter Kim et était encore suspendue par la régie au Québec. On suspend 1 mois à peu près ici au Québec, si je ne me trompe pas, Laurent. C'est ça, 3 semaines, 1 mois? Oui. Comme la fin de la suspension était trop proche de la date de combat, la commission du Wyoming a décidé à la dernière minute, mais genre à quelques jours, à 4-5 jours du combat, de refuser l'adversaire qui était déjà annoncé depuis 2 semaines. Mais il avait déjà avisé qu'il y avait un doute que peut-être ça ne passerait pas. Donc, eux autres, ils avaient mis en backup cette fille-là, Sylvia Duran. Donc, oui, c'était une adversaire de dernière minute, mais elle a eu 2-3 semaines de préparation pareil parce qu'ils savaient qu'il y avait un risque avec Farah El Boussaïri. Mais ça a donné un bon combat. La fille était bien meilleure que je pensais. Ça a fait un combat qui était plaisant pour les gens qui étaient là, les spectateurs, les fans de boxe. Et j'ai trouvé qu'Alexa qui est rendue à 20 ans, là, il va falloir vraiment la surveiller. Elle était intelligente dans son plan. Elle a refusé des opportunités, Laurent. Il y a eu des grosses offres de combats de championnat qui sont venues à elle il n'y a pas longtemps. Puis ils ont décidé qu'il fallait qu'elle prenne de l'expérience avant, que dans 2 ans, ça serait un meilleur timing que présentement. Et c'est tout à son honneur parce qu'il y en a beaucoup des gens qui sont pressés pour des opportunités. Mais avoir une opportunité peut être un côté B, puis avoir une petite bourse, c'est différent qu'avoir une opportunité, être mieux positionné dans les classements, avoir une meilleure bourse, puis que les chances soient plus égales. Elle a juste 20 ans. Elle n'a pas de temps, elle n'est pas pressée, elle, là, de s'en aller tout de suite en championnat du monde, là. Puis de briser son record, puis d'avoir une autre défaite à sa fiche tout de suite. Elle peut juste faire 4 combats par année, 5 combats par année, puis aller chercher vraiment une belle expérience, améliorer sa technique, améliorer son QI box, puis c'est ça qu'elle est en train de faire. Je trouve ça intelligent. Ça fait 2 camps qu'elle fait avec Marlene Esparza aussi. Elle va au Texas pendant 6-8 semaines, fait les camps complets avec Marlene Esparza. Si tu fais du sparring, du bon sparring, avec du bon monde, tout à son honneur, je veux juste te dire,
Il faut la suivre, puis fie-toi pas à ce que tu as vu d'elle l'année passée. C'est très important de ne pas se fier à ça. Des erreurs de parcours, ça arrive quand tu es jeune. Moi, ça ne m'impressionne pas. Puis chez les femmes, ça peut aller vite vers le haut. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Peux-tu jaser de Caroline Vert, vite, vite? Caroline Vert, Vite, vite. tu voulais voulais espérer nommer un combat, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Ben, il va y avoir... Quand les gens vont écouter ce podcast-là, que ce soit aujourd'hui même, à la journée que ça sort, ou plus tard, peut-être, ça se peut que vous ayez déjà de l'information supplémentaire. Donc, moi, parce que Jean-François Chabot, il l'a annoncé qu'elle se battait en juin. Tu sais, c'est pas il a fait un article, il l'a dit qu'elle se battait en juin. C'est juste que les fake news ne sont pas officiellement sortis. Donc, ça, il faut suivre ça de proche parce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour Caroline Vert. Tu sais, Jean-François l'a annoncé, puis il n'a pas pris ça de nulle part. OK? Puis elle est en camp d'entraînement, mais je veux juste dire qu'elle est partie à l'origine. Tu te rappelles, elle disait, je m'en vais 2 semaines à l'essai avec Kai Koroma à Las Vegas. Le 2 semaines s'est transformé en 12 semaines. c'est du gros investissement sur tous les plans. Là, hein. C'est financier, en temps, ça bouscule les plans. Ça a cliqué avec quelqu'un dans l'équipe de Kai Koroma, qui n'est pas nécessairement Kai Koroma, même si lui aussi fait partie de l'équipe. C'est avec Flick Emmanuel Jr., le coach de Sandy Ryan, qui est devenu le coach de Caroline. Donc, elle est vraiment, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est sous Kai Koroma. Premièrement, on peut dire qu'elle travaille avec Flick Emmanuel Jr., et c'est avec lui qu'elle a poursuivi ses 12 semaines d'entraînement. Du gros sparring. On a vu passer des photos avec Alicia Baumgartner. On a vu beaucoup de vidéos passer, des petits clips avec Jamie Mitchell. Du gros sparring pro avec aussi Flo Pajares qui est en Team Combat League présentement, qui va faire ses débuts, qui va se battre professionnel en Floride bientôt. C'est vraiment une belle équipe de filles pro qui s'entraînent avec elle. C'est intéressant de suivre. Moi, j'essaie de lui parler souvent, la Caroline, pour prendre le pouls de comment ça se passe à Vegas. Puis, je pense qu'elle est en pleine progression. Elle me disait qu'elle a beaucoup travaillé son style pro. C'était ça qui était son but. Et qu'on devrait voir des choses différentes. Donc, je suis très hâte de voir. Moi, très, très hâte de voir. Parce que peut-être qu'on va voir une Caroline 2.0. Je parle d'un point de vue professionnel. Là. Moi, après 12 semaines intenses à faire du gros sparring comme ça, puis à Vegas avec une nouvelle équipe, c'est sûr qu'il va y avoir des choses différentes. Fait que je voulais juste faire un petit update aux gens parce qu'il y en a plein qui m'écrivent. Qu'est-ce qui se passe avec Caroline Vert? Qu'est-ce qui se passe? Suivez les médias, vous allez le savoir bientôt. Moi, si j'étais eux, je suivrais 120 secondes sur Facebook. Ben, ils peuvent me suivre aussi, j'espère. Instagram, t'es partout, toi. Pas si pire. Pas encore partout, mais un jour, peut-être quand je vais avoir 1 million, là, je vais peut-être être partout pour vrai. Le c'est le premier million qui est le plus facile. Le deuxième, moi, j'ai commencé à avoir de la misère à aller chercher. C'est ça, tu sais, vraiment. Là. T'as-tu vu le combat de Jessica McCaskill contre Lauren Price, Laurent? Oui, puis c'est le combat qui laisse penser que soit Lauren Price est vraiment bonne ou soit que McCaskill a vieilli, là, mais... Hey, moi, j'avais donné tous les rounds à Lauren Price. 100%. Oh, ouais. Puis pas rien de serré, là, j'ai jamais hésité. Là. J'avais vraiment 100% des rounds. Lauren Price. C'est sûr que Lauren Price est bonne, Laurent. Là. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas bonne parce que Lauren Price, chez les pros, elle n'a pas perdu un round encore. Jamais. Depuis qu'elle a fait ses débuts pro, elle n'a pas perdu un round. Il n'y a pas encore une boxeuse qui a réussi à lui arracher un round. Et pourtant, elle a eu des adversaires corrects pour sa progression. T'sais, elle a affronté entre autres Sylvie Aborto, que Michaela Mayer avait affronté, des filles comme ça. Elle a affronté Valgurdur Gusteindotir, que Leila a déjà affronté. C'est des filles qui sont tough, mais il n'y a aucune fille qui a réussi à lui arracher un round. Même pas McCaskill. Parce que les juges ont eu la même vision que moi. Ils n'ont pas donné de round à McCaskill. C'est triste, pareil, de finir comme ça, par contre. Là. C'est la boxe, là, tu vas dire, là. Mais... c'était un combat qui était difficile. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être une belle bourse au bout, mais Caskill a préféré mettre en jeu sa ceinture pour la belle bourse offerte contre Lauren Price que plutôt aller faire sa défense obligatoire face à Ivana Bazin. Probablement que la bourse était minime. Bazin avait gagné le purse bid. Puis, mais la différence, c'est qu'elle aurait peut-être battu à Bazin, mais elle n'avait pas même une chance contre Price.
Price, là, est difficile, c'est une gauchère, il ne faut pas oublier, championne olympique. C'est quelqu'un Moi, qui. j'aimerais ça envoyer de. Parce que là, c'est sûr que la règle de 3, il ne faut pas trop se fier à ça en boxe. Là. Mais Non, moi, quand je fais ma règle de 3, là, celle qui paraît le mieux dans cette histoire-là, c'est toujours ma bonne amie Marie-Pierre Roule. Tu sais, tu fais toutes tes règles de 3, là, tu mets ça sur une affaire, puis ben, dans le fond, Marie-Pierre, elle paraît bien dans tout ça. Et j'ai hâte de la voir, pouvoir retourner à ce niveau-là bientôt. oui, ben Marie-Pierre, avec Carla Ramos-Zamora, ça va être un bon test déjà en partant. C'est un combat qui est difficile à prendre. Si elle passe le test Zamora avec haut la main, il y a des grosses opportunités qui pourraient venir parce que Zamora est très bien classée. C'est ça qui arrive aussi. Donc, tu bats une fille qui est classée, qui est aussi bien classée que toi dans les classements. Puis, donc, ça t'amène une notoriété, ça t'amène un aura, puis tu deviens in tout d'un coup. Là. Son nom pourrait devenir in puis circuler. À 140 livres, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va en parler un petit peu tantôt de Chantel Cameron. On va parler de différentes affaires, mais honnêtement, il y a des opportunités. Marie-Pierre, c'est loin d'être fini. Là. Ça va bouger encore. Là. Cathy Taylor ne sera pas là pour toujours. Si Amanda Serrano gagne les titres de Cathy à 140 livres, ça m'étonnerait qu'elle défende ça longtemps parce que ça va être une très petite 140 livres. Moi, je m'attends que ça bouge énormément cette année. T'sais, on est à la fin comme d'un règne dans ces boxeuses-là. Là. Pour Marie-Pierre, c'est sûr que c'est avantageux. Pour Mekaskel, selon moi, comme tu dis, c'est pas mal fini. Oh, oui, je pense que c'est fini. Mekaskel n'a pas besoin d'argent. Mekaskel, c'est une millionnaire. Elle était déjà millionnaire avant la boxe. De son autre carrière, elle travaillait à la banque, dans des fonds. Elle faisait de la gestion de fonds. Un peu comme moi, non, malheureusement, j'ai pas la bosse des chiffres et de la finance. Donc, non, c'est pas comme moi. Mais elle et son mari ont fait fortune avant la boxe, dans une autre vie. Sont des retraités de cette carrière-là. Ils ont un gym, ils managent, lui, ils ont déjà des boxeurs, ils ont toutes sortes de choses déjà après. Mais Caskill peut partir quand elle veut. Elle aura toujours bien battu Cecilia Brækhus 2 fois. Elle aurait été undisputed. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. C'est juste que dans la vie, ça ne se passe pas. Des fois, on ne peut pas rester toujours jusqu'à la fin au même niveau. Il y a des petits jeunes qui rentrent comme Lauren Price, puis ils ont ce qu'il faut, ils ont un petit peu plus. Puis, tu sais, mais Caskill n'a pas la belle boxe technique que ces filles qui ont fait carrière amateur-là ont. Tu sais, quand tu vas chez les amateurs à haut niveau, tu apprends à faire bien ton job. Tu sais, les bases là, sont là. Ça, on ne peut pas enlever ça. Même chez les pros, les bases, c'est les bases. Là. Quand tu maîtrises bien tes bases, comment bien faire ton crochet, comment bien faire ton transfert de poids, comment bien bouger, comment bien couper le ring, c'est des atouts. Mais Mekaskel, elle n'a pas tout ce coffre à outils-là. Elle a beaucoup de puissance, par contre. Mais tu sais, l'élégance de bien porter ses coups, elle ne les a pas. Fait qu'on va lui souhaiter une bonne retraite si c'est le cas. Puis si ce n'est pas le cas, on va lui souhaiter des combats intéressants pour elle. Mais je pense qu'elle a fait pas mal le tour de ses options. Il ne reste plus grand-chose pour elle dans les catégories de poids à 140, 147 livres. Là, ça peut être difficile pour elle. T'as-tu entendu parler de la controverse sur Erika Cruz à cette heure? Oui, combat qui a été annulé, genre stéroïde. Il n'est pas annulé, mais ça va sûrement l'être. Là. Ça va sûrement l'être parce que le combat Erika Cruz Nazarena Romero, il a eu lieu. Okay? Il a eu lieu 2 semaines après qu'elle ait testé positif parce que les résultats, tu sais, la VADA, là, ça prend comme 3 semaines avant que les résultats rentrent en temps réel. Les gens, des fois, ils disent comment ça se fait qu'elle a testé positif le 29 avril, mais qu'elle s'est battue le 11 mai. Bien, parce qu'entre le 29 avril et le 11 mai, il n'y a pas 3 semaines. Donc, les résultats sont rentrés après. Et si on veut rusher des résultats vraiment rapidement, il faut payer cher, puis tu peux les rusher en 3 jours ouvrables, mais ça coûte une fortune. Déjà, les tests VADA coûtent cher. Là. Donc, Erika Cruz, Laurent, là, elle s'est présentée devant Nazarena Romero, qui est une de mes chouchous, Nazarena Romero. Défense obligatoire de son titre, WBA. On a d'un côté Erika Cruz, qui est toute en volume, une fille de volume, on l'a vu contre Serrano. Puis d'un autre côté, tu as Nazarena Romero qui est excellente en contre-attaque, puis qui c'est une power puncher, mais une vraie, là, comme on n'en a pas beaucoup chez les filles. Là. Donc, ça a fait, tu sais, qu'on dit styles make fights, là. C'est pas toujours vrai, de moins en moins vrai, parce qu'on se prépare mieux maintenant pour affronter nos adversaires.
Sauf que ici, ça a été vrai parce qu'on n'a pas vu la vraie Romero, puis on n'a pas vu la vraie Erika Cruz. Les deux ont fait des erreurs dans leur combat. Les deux ont eu de la misère. C'était un combat intéressant pour l'œil, puis ça s'est soldé par un combat nul. Moi, j'avais un combat nul aussi sur ma fiche, puis ça s'est soldé par un combat nul. La controverse arrive après, le test des stéroïdes. C'est un stéroïde synthétique qui est un dérivé de la testostérone. Que Erika Cruz avait dans ses échantillons d'urine, dans son échantillon A du 29 avril. C'est un stéroïde qui sert à développer les muscles principalement, à développer la masse musculaire. Donc, Nazarena Romero, elle est backée par une grosse équipe. Puis eux autres, ils ont tout en main pour demander l'annulation du résultat, demander un rematch automatique et peut-être même s'assurer qu'Erika Cruz perde son titre. Donc, c'était Erika Cruz, elle a 10 jours pour décider si elle fait ouvrir l'échantillon B ou si elle va se défendre autrement. Puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais clairement, c'est des stéroïdes, là. Je sais pas, ils vont peut-être sortir encore de la contamination de viande ou manger des œufs ou je sais pas trop quoi. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu penses, Laurent, qui pourrait nous sortir comme excuse cette fois-là. Ouais, content. Moi, mettons, je me ferais prendre avec des stéroïdes, puis je suis boxeur. Là. Les deux mots-clés pour me défendre, c'est contamination croisée. Ah oui, mes protéines étaient contaminées, mon ashwagandha était contaminé. On a vu le Ryan Garcia dire ça. Non, le vieux classique, là, j'avais une formule écrite par un spécialiste. J'ai demandé à une compagnie chinoise avec un laboratoire de la faire. On m'a promis que tout était correct. Je ne peux pas contrôler plus que ça. C'est ça, c'est le typique classique. Fait que peut-être qu'Erika Cruz va jouer cette carte-là. On va voir si ça fait ouvrir son échantillon A, mais comme c'était une défense obligatoire, probablement que le résultat va être. Et puis c'est un combat nul en plus. C'est pas le deuxième classique, la journée que je vais être gérant de boxeur, je vais exactement faire ça si ça arrive. Ah oui, nous avons commandé des tests capillaires qui disent l'inverse. Toutefois, ils ne sont pas admis en preuve. Ça, c'est c'est ça, parce que tu sais, si tu n'as pas pris ton cheveu en même temps que ton petit pépi. Ryan Garcia a fait ça cette semaine. Oui, ils font tout ça. Jean-Pascal, ça va être sa défense jusqu'à dans son lit de mort, les tests capillaires. Les tests capillaires, c'est valable dans la mesure où l'échantillon est pris en même temps. C'est la seule manière que c'est vraiment valable. Puis toi, Laurent, tu n'as pas de cheveux, ça serait de la barbe. Encore faut-il avoir des cheveux, moi, ils vont tester quoi? Ils pourraient tester ta barbe. Ouais, ils vont peut-être trouver des repas dedans. Ou un poil de nez. Tu sais? Ouais, un poil de nez, ouais, c'est pour elle. Mais je sais pas. Non, mais de toute façon, je me tiens loin des stéroïdes de santé. Mais tu sais, c'est dommage parce qu'il y a plein de. Je trouve qu'en boxe, on manque de crédibilité, là, parce que c'est trop facile de justifier qu'on a pris de la drogue. Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas pénaliser quelqu'un sérieusement. Alors, je suis un petit peu. Tu sais, c'est pas que je dis je vais laisser faire. Mais en même temps, tu sais, je suis peut-être un peu naïf, là, mais ça se peut de la contamination. Moi, c'est juste que j'aurais tendance à, mettons, la première fois, c'est 6 mois, la deuxième fois, c'est 2 ans, puis la troisième fois, tu es suspendu à vie. Là, après ça devient à toi d'avoir la responsabilité de ce que tu mets dans ton corps. Mais tu sais, de faire prendre une fois. C'est parce qu'ils doivent sanctionner. De la drogue, c'est de la drogue, que ce soit volontaire ou involontaire. Moi, c'est toujours comme ça que je me le dis. Là. Je dis, tu sais, que ce soit volontaire ou involontaire. S'ils déterminent que c'est involontaire, ben, une mini-suspension de 6 mois peut faire la job. 6 mois, c'est rien dans la vie d'un boxeur. Il y a les niveaux. Moi, je la crois à Virginia Fock, puis je la crois à l'autre avec son histoire de chien. Tu sais. Ça se peut, là. Oui, il y a des niveaux, mais faire du discernement aussi. Puis, tu sais, présentement, ce que j'aime pas, c'est que la ligne, c'est presque 100% des cas de défense de contamination involontaire. Puis, c'est presque 100% de dire, OK, on va te donner 6 mois. Il y a, tu sais, pour Ryan Garcia, l'Ostarine américaine avait été suspendue 2 ans quand même. Fait que ça va dépendre des niveaux aussi, j'imagine. Il avait eu pas grand-chose. Il n'y avait rien eu, pratiquement une ça joue. Fait que je ne sais pas pour Erika Cruz, mais ça reste un stéroïde apparenté à la testostérone. On va voir. Ça va prendre des mois avant d'avoir un suivi de tout ça, peut-être 6 mois à peu près. Fait que là, on va probablement qu'elle ne pourra pas se battre dans les 6 prochains mois, mais j'ai hâte de voir ce que la WBA va faire avec le titre. Parce que comme j'ai bien hâte de voir ça. On va commencer par voir si l'échantillon B est ouvert. Là. Ça, c'est plus rapide habituellement. Mais s'il n'y a pas d'échantillon B qui a être ouvert parce qu'il décide d'aller dans une défense autre,
de contamination croisée, entre autres, ben, ça peut prendre 6 mois avant qu'on ait un retour de savoir ce qui se passe avec Erika Cruz. C'est de valeur pour elle. Moi, ça me déçoit énormément. Par contre, donc, je vais lui laisser le bénéfice du doute jusqu'à preuve du contraire, sauf que je suis... habituellement, c'est rare que tu n'as pas de drogue dans ton corps si tu testes positif. Tu sais, que ce soit volontaire ou pas. Bref. Une autre controverse. Une autre controverse dans la même fin de semaine, Laurent. Cherneka Jackson, qui était championne, mais ils ont annoncé Nina Hughes dans le ring. Tu sais, t'avais-tu déjà vu ça, toi? Mais j'ai vu des choses un peu. Tu sais, je racontais à ma bonne amie Martine Vallière-Bisson. Un jour, il y avait eu un gala au Bain Mathieu. Puis le maître de cérémonie, c'était Malik Shahid, là, le gars qui animait hip-hop quand j'étais petit. Puis il y avait eu un combat entre Lucia Larcinaise puis une Polonaise, c'était le combat revanche. Puis lui, il tenait ses feuilles, tu sais, avec les résultats. Il les tenait comme ça, vraiment loin. Fait que le coach de la Polonaise, c'était le combat revanche. Puis c'était des bons combats, ces deux-là. Oui, hein, il est en arrière, puis il voit Winner, Larcinaise, tu l'entends lâcher en polonais, un tabarnak, puis il sort du ring en donnant un coup de pied. Fait que là, ben, Malik, lui, il fait la décision partagée, mais là, on savait tous ce qui venait d'arriver. Fait que, tu sais, j'en ai vu des affaires, mais ça, j'ai vu des recomptages après la pause. Oups, il y avait un 19. Ça, j'ai déjà vu ça, aussi du recomptage. Mais là, cette fois-là, c'était vraiment loufoque. Tu as un combat, c'était un split, déjà en partant de décision partagée. Très serré quand même, parce que là, tu avais d'un côté une Cherneka Johnson qui avait le volume en sa faveur. Elle touchait plus, puis elle lançait plus. Mais tu avais une Nina Hughes qui était beaucoup plus efficace dans sa gestion du ring puis dans ses coups portés. Donc là, encore là, ça dépend comment toi, en tant que juge, tu décides, qu'est-ce que tu décides de valoriser sur l'autre. T'sais? Donc, on a un split decision. L'annonceur, mais l'arbitre est toujours au courant aussi des résultats. Donc, l'arbitre va voir le résultat, se prépare à lever la main de la gagnante, puis il entend le nom inverse. Là, c'est la phase de l'arbitre qui m'a le fait plus rire là-dedans. Tu le vois qu'il sait qu'il y a quelque chose de bizarre. Là. Il se dit, c'est-tu moi qui a mal eu les résultats ou c'est l'annonceur maison? Puis, ça a pris comme un bon 30 secondes au moins avant qu'il redise la décision. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit, y a-t-il un bug dans mon écran? Tu sais, je le regardais, j'ai dit, on dirait que je suis revenu en arrière d'une minute. Il y a un bug, il a utilisé les mêmes mots, le même ton de voix, mais là, c'était rendu Cherneka qui était gagnante. Là, Nina Hughes, elle a levé. Nina Hughes, dans sa tête, elle s'était fait frauder. Mais tu sais, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Là, elle, c'est parce que c'est l'émotion aussi. Tu viens de te faire déclarer gagnante, tu conserves ton titre, puis là, tout d'un coup, tu le perds. Donc, tu dis qu'est-ce qui s'est passé, puis qui s'est trompé? C'est parce que les résultats sont pas clairs sur la feuille? C'est-tu parce que, tu sais, il y a plein de questions. Mais finalement, ils ont bien montré c'est vraiment une erreur de lecture de l'annonceur, du ring announcer. Qui, selon moi, fait preuve d'une grande incompétence. Bon, ça a l'air qu'il va conserver sa job. Je peux comprendre, une erreur, ça arrive, mais ça reste que c'est toute qu'une erreur. Tu es dans un combat de championnat du monde, là. Puis c'est un split. Il faut que tu t'assures vraiment 2 fois plutôt qu'une, si c'est pas 3 fois. C'était sur le gros gala présenté par... C'est le gala Lomachenko, c'est ça. C'est le gala Lomachenko-Kamboza. Tout le monde a regardé ça. Ça a eu l'air vraiment broche à foin. C'était dans les 3 combats de championnat à la fin. C'était la demi-finale. C'était la demi-finale. Fait que là, tout le monde a regardé ça. Tout le monde attendait Lomachenko. C'est la fin. Tu te branches, tu regardes ça. Puis, Seigneur! Hey, c'est la bourde totale. Ça n'a pas eu l'air professionnel. Ça a eu l'air vraiment broche à foin. Pourquoi Hughes a passé pro aux Stars? Parce qu'elle visait les Jeux olympiques de 2020 puis ça n'a pas fonctionné? Oui, elle a passé tard. Puis aussi, c'est une mère de famille. Puis tout ça, tu sais, des fois, chez les femmes, c'est compliqué. Hughes est quand même signée chez Lou DiBella, tout comme Cherneka Johnson, dans cette catégorie-là. Donc, la suite peut être intéressante. Il peut y avoir un rematch. Je pense qu'il y a une clause de rematch. Donc, il faut que la WBA sanctionne le rematch, mais il y avait une clause. Donc, Nina Hughes, elle a dit, j'ai activé ma clause. On attend la confirmation de la WBA. Fait que ça, c'est OK. Il pourrait y avoir un rematch là. Mais si, mettons, Cherneka Johnson venait qu'à gagner, elle aurait le choix d'unifier avec Miyu Yoshida, qui est aussi chez Lou DiBella, ou encore, pourquoi pas, affronter Ebony Bridges dans un combat australiano-australien qui serait très vendeur.
très, très, très vendeur. On sait que les deux filles se connaissent, ils sont déjà lancés des défis, ils se respectent. Moi, je trouve que ça pourrait être une belle option. Ebony, elle dit tout le temps, je voudrais reprendre ma chance contre Miyu Yoshida, contre qui j'ai perdu mon titre, mais pourquoi pas le faire contre Cherneka à la place? Tu sais, tant qu'à faire un combat pour un titre, va chercher le plus de visibilité, rends ça gros, rends ça comme un happening, là. Et alors, l'opportunité est là, Laurent. Moi, en tout cas, après le rematch, si Cherneka gagne, mon option, ça serait d'essayer, soit tu vas unifier contre Miyu Yoshida en premier, puis t'affrontes Ebony avant d'aller vers Dina Torslund, qui se bat aujourd'hui, by the way, qui est la plus tough de la division. Dina Torslund, tu gardes ça pour la fin. Va faire ton argent avant, puis après ça, la gagnante ira contre Dina. Mais c'est sûr que l'option d'affronter tout de suite Ebony est payante, là. Parce qu'Ebony est vieillissante aussi. Elle a plus 20 ans. Ça pourrait faire. Le timing serait là, là. Tu fais Nina Hughes ton rematch, puis après ça, tu pognes Ebony tout de suite. Peu importe qui gagne, tu peux faire une revanche là-dessus. Tu peux aller chercher 2 belles bourses, là. Stratégiquement parlant, c'est le combat à faire. C'est la même bonne catégorie de poids. En plus, les deux sont australiennes. Tu peux faire un combat au UK, un combat en Australie. Ça remplirait un aréna, ça. Moi, j'irais voir ça. Le weigh-in serait spectaculaire. En tout cas, il y a bien des messieurs qui aimeraient regarder ce weigh-in-là. Je dis ça, je dis rien. As-tu vu? Mikaela Mayer a fait une déclaration hier. Elle quitte Kai Koroma. Oui, c'est ça, je voulais t'en parler tantôt quand on parlait de Caroline Vert, parce que c'était une des choses qu'on rappelait souvent, que cette fille-là était dans le gym, puis que ça. Puis là, Caroline Vert s'en va là, l'autre s'en va. Mais il y a des explications pourquoi qu'elle s'en va. C'est controversé un peu, puis c'est stratégique. Il y a un article qui est sorti hier, je l'ai publié sur la page Facebook de 120 secondes. C'est un site de nouvelles anglaises de boxe. Donc, vous pouvez aller voir, il est là, puis il raconte un peu ce que je vais vous raconter, là. Mikaela Mayer, depuis le mois de janvier, depuis son combat contre Natasha Jonas, est moins heureuse dans son gym. Pour une seule et bonne raison, elle est avec Coach Hall et Kai Koroma depuis longtemps. Coach Hall n'est pas à Vegas. Lui, il est ailleurs, puis il reste dans son équipe. Elle ne quitte pas Coach Hall, là, présentement. Mais Kai Koroma est là depuis des années. Sauf que Kai Koroma s'est ramassé dans le coin d'une autre fille avec un gars qui s'appelle Flick Emmanuel Jr. Cette fille-là s'appelle Sandy Ryan, qui est championne WBO à 147 livres aussi. Donc, les options pour Mikaela Mayer, là, à 147 livres, là, c'est soit un rematch contre Jonas, soit affronter Lauren Price présentement ou Ivana Bazin, mais les trois sont pris chez Boxer. Les trois ont un deal chez Boxer parce qu'Ivana Bazin, elle vient de signer une entente avec Boxer aussi. Il veut faire une sorte de Road to Undisputed local. Donc, les options sont vraiment moindres pour Mikaela Mayer, qui, elle, veut une option pour un titre à 147 livres. Son option haute, c'est Sandy Ryan, mais coucou, c'est le même coach dans le coin des deux bords. Donc, elle a montré, elle a expliqué à Kai Koroma et à toute son équipe cette portion-là, qu'elle n'était pas contente, que c'était pour elle, qu'elle a toujours été avec lui. Elle a dit, je cite, « J'ai toujours été loyale, mais il y a maintenant des raisons qui font que je vais quitter. » Et Sandy Ryan s'est sentie rapidement qu'elle avait une cible dans le dos et elle a déclaré, Sandy a déclaré, je cite, « Mon idée, c'est Natasha Jonas, Lauren Price, Ivana Bazin, je veux unifier et après, quand j'aurai réglé tous ces gros poissons, j'irai dans des plus petits poissons comme toi, Mikaela Mayer. » C'était pas très gentil. Ça. C'était de bonne guerre. Ils s'aiment pas, les deux filles, puis ils ont leur raison. Des gros poissons. Ça commence à faire un build-up intéressant. Là. Ça commence déjà à faire un build-up intéressant. On sait qu'après le combat Mayer contre Jonas, ils voulaient, les deux filles, un rematch. Les deux voulaient cette revanche-là, Jonas puis Mayer. Ils ont travaillé fort pour établir ce rematch-là. Quand les deux boxeurs le veulent, d'habitude, c'est faisable. Mais là, surprise, il n'y a personne qui veut veut l'organiser. Ils ont essayé d'être mis sur la carte du mois de juillet. Je pense c'est Riakporhe, quelque chose comme ça qui se bat, là. Chris Billam contre Riakporhe. Ils ont essayé de se faire ajouter sur la carte de Boxer, puis ça n'a pas fonctionné. Tu sais,
En vrai, là, c'est parce que les bourses sont élevées. Il n'y avait peut-être pas de place pour ce combat-là au prix que les deux filles voulaient. T'sais, on va le dire de cette manière-là. Puis, Boxer ne veut pas prendre le risque que Jonas perde son titre contre Maillard, puis qu'il n'y ait plus les 3 titres dans leur shop pour faire le Road to Undisputed. Les autres peuvent unifier entre eux autres, puis affronter Sandy Ryan en dernier. Là. Donc, il n'y a pas d'avantage pour Boxer d'organiser ça. Donc, ils ont essayé de l'organiser aussi sur la carte aux États-Unis, une carte de Top Rank. Ils ont le spot pour juillet, sauf que c'est tombé à l'eau aussi. C'est cette semaine que c'est tombé à l'eau. Pour les mêmes raisons, Boxer a des réticences à ce que Natasha Jonas aille se battre sur une carte de Top Rank, risque de perdre son titre. Puis, dans le fond, ils ne peuvent plus organiser leur happening, leur événement Road to Undisputed, mettons leur unification triple avec Abazin puis Price, parce que le titre ne serait plus là. Donc, ils ont trop à perdre Boxer, donc ils bloquent un peu. C'est vraiment Boxer qui est le showstopper de ce rematch-là, malheureusement, que les deux filles voulaient. Donc, pour leur prochain combat, probablement que Mikaela Mayer va se battre aux États-Unis, je pense que c'est le 15 juillet ou quelque chose comme ça, sur une carte de Top Rank. Pour Jonas, on devrait entendre parler bientôt d'une suite, mais c'est sûr que ça va aller vite. Probablement qu'ils vont essayer de faire un Road to Undisputed, comme je te disais, mais c'est de valeur. Donc, Mayer, elle, pas à part, on va savoir plus bientôt. Elle quitte Kai Koruma, mais elle reste avec Coach Hall, qui est avec elle depuis qu'elle est adolescente. Donc, il va y avoir des changements dans son coin, dans sa manière de s'entraîner aussi. Il y a un autre facteur aussi qu'on a peut-être moins vu venir, mais qui existe pareil. Tu sais, quand je te disais tantôt, Caroline Vert a fait du sparring avec Baumgartner, Flo Pajares aussi en a fait. Il y a d'autres boxeuses qui ont fait du sparring avec Baumgartner régulièrement, qui s'entraînent dans le même gym que Mikaela Mayer. Puis pour Baumgartner et Mayer, ça ne s'aime pas beaucoup. Donc, non seulement tu as Ryan d'Impact, mais là, tout d'un coup, les filles de ton gym vont faire du sparring dans un autre gym avec une fille que toi, tu n'aimes pas, qui s'appelle Baumgartner. Ça met beaucoup comme. C'est comme mettre des couches un petit peu plus de crémage sur le gâteau pour que Mayer saque son camp. On va le dire comme ça. Trop de crémage. Maintenant, qui a tort, qui a raison, je ne le sais pas. Mais pour Mikaela Mayer, c'est plate pour elle parce qu'elle est cloisonnée. C'est comme si elle n'a pas d'option à 140, elle n'a pas d'option à 147, elle n'a pas d'option à 135. Elle n'a pas d'option à nulle part présentement. Tous les titres sont pris, puis toutes les championnes ont déjà des plans. Tu sais, c'est de valeur, mais c'est ça. On va voir la suite, mais je vais lui souhaiter, mettons, de réussir à faire quelque chose d'intéressant là, dans la prochaine année, là, d'avoir des beaux combats pour elle. Puis cette fille-là a tout ce qu'il faut pour devenir championne, mais il faut les bonnes opportunités. Moi, je considérais qu'elle avait battu Jonas dans son premier combat. C'était un combat serré, mais moi, j'avais Mayer d'avance. J'aurais vraiment aimé voir ce rematch-là. J'espère que c'est pas mort dans l'œuf parce que je sais que les deux femmes voudraient le faire. C'est un combat qui rapporterait énormément d'argent aux deux. C'est un combat pour faire des belles bourses puis vendre du pay-per-view. Donc, c'est ça. Chantel Cameron, à cette heure. Une autre qui n'est pas contente puis qui a sacré son camp. Elle a quitté Matchroom. Moi, je pensais que c'était Chantel Cameron qui aurait son combat contre Sandy Ryan. Ben, Chantel Cameron contre Ryan, ça aurait pu se faire à 145 livres. Mais Chantel Cameron, elle n'est plus contente chez Matchroom. Elle n'était plus capable. Elle n'était plus capable. Elle a eu l'impression, elle, quand elle a expliqué un peu son move de dire je quitte, c'est qu'elle a eu l'impression, elle était championne Undisputed, mais elle a eu l'impression d'être traitée comme un côté B pendant toute la période où elle a fait les deux combats avec Katie Taylor. Puis, en vrai, elle a été vraiment traitée comme le côté B, on va se le dire. Elle est allée 2 fois se battre chez Katie Taylor. C'est toujours elle qui a mis ses titres en jeu. Ils n'ont jamais voulu que Katie Taylor mette ses titres en jeu à elle pour le rematch. On s'entend que la deuxième victoire la victoire de Taylor est controversée sur le deuxième combat parce qu'il y avait eu un knockdown qui n'a pas été compté comme un knockdown. C'était un combat hyper serré au niveau des points. Elle a eu l'impression d'être vraiment traitée comme le côté B, qui n'ont pas utilisé tous les outils qu'il avait en main pour promouvoir sa carrière, puis lui amener vraiment la visibilité qu'elle aurait voulu. Donc, elle a quitté pour de meilleurs os, et ces meilleurs os, c'est Frank Warren chez Queensberry. Elle a signé une entente multi-combat chez Queensberry qui a le vent dans les voiles parce qu'on sait que c'est beaucoup eux autres qui sont derrière les grosses cartes à Riyadh Season, en Arabie Saoudite, avec Turquie, notre excellence Turquie.
Et elle va finalement affronter Ilem Mekaled à son premier combat chez Queensberry un petit peu plus tard cet été. Ilem Mekaled qui accepte de passer, elle était rendue à 135 livres, Ilem qui accepte de monter 140 pour affronter Cameron. Chez les femmes, on voit ça souvent. On voit plus ça, Laurent, des gens qui bougent de catégorie, mais ça reste qu'Ilem Mekaled va être une petite 140 livres. Chantel Cameron, elle va être massive dans le ring, puis Ilem va être petite. Mais c'est un excellent combat quand même à regarder. Là. Moi, j'aime beaucoup le fait que Ilem va pouvoir... Ilem est une bonne boxeuse technique. Ça devrait faire un beau combat devant Chantel Cameron quand même, malgré tout. Mais ça reste que, je ne sais pas pour Cameron, c'est qu'elle va avoir plus d'opportunités vraiment qu'elle en avait chez Queensberry. Toi, tu pensais qu'elle allait affronter peut-être Sandy Ryan? Mais elle était dans les noms mentionnés. Ils se détestaient, en tout cas, parce qu'à une certaine époque, Ryan voulait avoir sa chance face à Cameron, puis Cameron lui disait « Il disait « Non, t'es pas prête, t'es pas rendu là dans ta vie. » Fait que je sais pas quoi penser, mais je trouve que c'est quand même un move. C'est un move stratégique, c'est sûr. Là. On peut, mais ça prend du guts pareil pour partir chez un autre promoteur puis aller goûter à ces eaux-là. Là. C'est pas tout le monde qui fait ces moves-là aussi fluides. Là. Quand tu reviens de combat pour un TNT Undisputed, tu reviens de 2 combats majeurs, tu as fait des grosses bourses, etc. Je sais pas. On va lui souhaiter bonne chance, puis on va suivre ça. J'espère juste que pour Chantel Cameron, ça va être... moi, je la verrais bien monter à 147 livres à moyen terme. Là, elle reste à 140. Là. J'aimerais bien l'avoir à 147. Là, Marie, je t'ai traduit une lettre d'adieu. Là. Je vais juste te lire ça ici. Okay? Une lettre d'adieu. Quand tu as une commotion, c'est une partie de ton cerveau qui meurt et qui ne reviendra jamais. Imaginez, dans 10 ans, j'aurais tellement de problèmes avec ma tête, je ne pourrais plus voir, marcher, courir, faire de la corde à danser. Je dois m'arrêter. C'est les propos de Heather Hardy qui a consulté des médecins de la commission de New York et je crois qu'on lui a recommandé d'arrêter. Et j'ai quelque chose pour toi ici. J'avais écrit un hommage à Heather Hardy. Je n'ai pas vraiment écrit, mais passé pro en 2012, t'es championne du monde en 2018. Elle s'est battue 27 fois. Elle a 4 combats de MMA. C'est une pionnière autant en dedans qu'à l'extérieur du ring par son histoire. Retraite pour Heather Hardy. Elle ne peut plus boxer. Ce n'est pas une retraite choisie. La commission de New York, c'est sûr qu'eux ne vont plus sanctionner ces combats. Elle est quand même, mais elle a un effet secondaire qui perdure depuis son combat avec Amanda Serrano. C'est pour ça qu'elle a consulté des médecins. C'est qu'elle a la vue embrouillée. Elle restait avec une vue embrouillée et quand ils ont fait des tests, ils ont découvert que c'était une accumulation de commotions cérébrales depuis plusieurs années qui ont amené cet effet secondaire-là après son dernier combat. On s'entend que elle a mangé beaucoup de coups, là, c'est du gros volume. Puis Heather Hardy, sa défense, c'est l'attaque. Donc, elle a toujours été, elle n'a jamais été renommée pour avoir une belle défensive. C'est quelqu'un qui avait des trous de fromage suisse partout, puis qui allait à l'avant. C'est elle, après un de ses combats de MMA. Okay. Ah oui, c'est ça. Elle a saigné souvent, puis a eu la face en sang en masse. C'est des lunettes qu'on lui a prescrites maintenant pour... Laurent, il a fait ses recherches. Je fais la preuve. Oui, des fois, il a l'air distrait là, quand je jase, là, mais il fait ses recherches. Il y a toutes ces affaires. C'est ça, mais je suis en train de regarder justement pour faire le préambule. Mais écoute, Laurent, je trouve ça triste parce que c'est une fille qui est une pionnière. En même temps, ça m'amène sur un sujet. On parle de l'impact réel des coups à la tête. Je parlais des Journey Women tantôt d'Europe de l'Est un peu. Cette semaine en particulier, j'ai vu 2-3 combats être affichés depuis, mettons, 10 jours, OK? Des filles qui ont 60 défaites, 65 défaites. Mais Marie, attends, je vais juste arrêter. Est-ce que tu suis un groupe Facebook? Je pense que tu suis, mais il y a un groupe Facebook où il y a quelqu'un qui en a fait comme son cheval de bataille, puis qui nous sort toujours. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la boxe féminine comme toi, puis qui nous sort les combats qui n'ont pas de sens. Puis là, moi, j'ai découvert qu'il y avait des filles, puis c'est pas... les hommes, c'est plus en Hongrie. Les femmes, c'est pas nécessairement en Hongrie.
Mais il y a des filles avec 80 puis 90 défaites qui Sans défaite, ne vont pas au tapis, genre. Tu sais, Ils vont pas au tapis. Claudia Vig, je pense, c'est celle qu'on Claudia voit. Ferengi, Ah, c'est Claudia ça. Vig, c'en est une autre. Ouais. Il y en a une autre cette semaine qui se bat contre Flora Pili. La semaine passée, il y en avait une qui se battait contre une Française. Ça a 60 défaites, 70 défaites. Je suis professionnelle, là. On parle pas d'une carrière amateur avec des casques et des gros gants, là. On parle de boxeuses qui se battent sans casque. Souvent, il y en a une boxeuse, écoute, je te donnerai pas son nom, je ne me rappelle plus, mais elle a 10 combats l'année passée. 10 combats sur 12 mois. Ça veut dire qu'il n'y a aucune commission qui la suspend jamais, là. Il n'y a pas un mois d'attente entre ces combats, là. Tu sais, elle ne fait pas de camp d'entraînement non plus, puis elle accepte de dernière minute. Tu as même des filles qui acceptent 2 combats la même fin de semaine, puis choisissent à dernière minute lequel ils font. Tu sais, moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère que ces combats-là soient sanctionnés dans certaines commissions. Parce que, oui, c'est vrai, elles ne se font pas nécessairement knocker. Hein? Il y a des filles qui n'ont pratiquement jamais été au tapis de leur vie, mais ils ont 100 défaites. Mais ça reste que c'est beaucoup de coups à la tête pareil. De la boxe, c'est de la boxe. C'est toucher sans se faire toucher. Quand tu as une gagnante, elle a touché plus que la perdante, en théorie. Ou elle a touché mieux. T'sais? Donc, quand tu as 100 défaites ou 60 défaites ou 75 défaites, tu en as eu des coups à tête dans ta carrière. Souvent, tu as 33 ans, tu as 30 ans, 33 ans, tu as quasiment 100 combats de fête professionnels. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'usure, puis une commission ne devrait pas sanctionner ça. C'est rien contre les filles qui font. Je comprends que c'est alimentaire, que c'est leur métier, tout ça, puis sûrement qu'ils se font offrir des belles bourses pour venir se faire battre. On va le dire de même, là, parce que c'est comme ça que tu vois ça. Tu sais, tu te dis, elle a 60 défaites, elle ne vient pas ici pour gagner nécessairement, ou si elle vient ici pour gagner. J'ai étudié le phénomène là, vraiment de manière sérieuse. Puis il y a vraiment, parce que les boxeurs qui ont des fiches, là, tu sais, j'en regardais, il y en a là, qui ont 2 victoires, 50 défaites, des affaires comme ça en Angleterre. Puis ils s'en cachent même pas. Ils ne font même pas le poids quand ils arrivent au weigh-in. Ils disent, mon métier, c'était de donner des rondes, mais à partir du moment où je passe proche de gagner ou que je cherche à gagner, je n'aurai plus de téléphone. C'est ça. C'est des vraies typiques personnes pour faire des rondes à des débuts pro ou à des vedettes qui cherchent. Moi, je considère que quelqu'un qui commence, c'est une chose, là, qui fait du 4 rounds, son premier combat pro. Mais quand tu es une personne établie, qui a déjà eu des titres mineurs, mettons, ou que tu as des titres européens, ou peu importe, puis que tu affrontes quelqu'un comme ça parce que tu ne trouves pas d'autres adversaires. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème éthique avec ça. Au Québec, ça ne serait pas accepté, by the way. Une fille comme ça ne serait pas accepté. Nous autres, on parle beaucoup de nos Mexicaines au Québec, là, OK? Des Mexicaines, sauf que les Mexicaines, la plupart du temps, ils se présentent ici et ils essayent de gagner. La plupart du temps. Il y a quand même, tu dis que ça ne passerait pas, mais il y a quand même eu dans l'histoire de la boxe, comme en Hongrie, des fiches qui ont été gonflées, des combats qui n'avaient pas lieu, puis qu'ils envoyaient des feuilles, puis là, ils envoyaient des feuilles à BoxRec, puis ils envoyaient des feuilles à BoxRec, puis là, tu te créais des fiches. Tu sais, je vais te donner l'exemple de celle qui a affronté Senesia Estrada, là, ça a duré 8 secondes, puis elle est sous masse d'oxygène. Ça a quand même eu lieu dans une vraie commission athlétique. Là, c'est qu'ils s'en glissent aussi de la fraude et de la corruption. Moi, je considère que quand tu es quelqu'un qui a du succès en boxe déjà, OK, tu as prouvé ton succès. OK, Senesia Estrada, mettons, Kim Clavel, peu importe, OK? Quelqu'un qui est classé, mettons, on va le dire comme ça, quelqu'un qui est classé dans les classements d'association, OK, pour être plus large. Tu ne devrais pas affronter des filles de 100 défaites ou de 60 défaites. Tu ne devrais pas affronter des filles qui ont 3 victoires, 0 ou qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de background. Quelqu'un qui a gagné des médailles aux Olympiques puis qui a 200 combats amateurs, ça reste de l'expérience. Tu ne peux pas commencer avec des filles à 60 défaites chez les pros. Là. La différence est trop dangereuse. Puis même si la fille ne tombe pas au tapis, tu peux avoir une commotion sans avoir été knockée. Et moi, je pense qu'il faut que ça change en boxe féminine. Ça donne d'une part mauvaise presse au sport. Deuxièmement,
on a le devoir de protéger les athlètes contre elles-mêmes des fois. Parce que c'est pas tout le monde qui a... Oui, c'est des adultes qu'on s'entend, mais ça reste qu'on parle de santé physique, il y a des coûts à ça, puis on a une responsabilité quand même assez sociale de protéger les athlètes d'une certaine manière. C'est un sport où tu peux tuer quelqu'un avec tes poings. On parle pas de basketball, là, où il faut que tu fasses des paniers, là, puis que tu cours vite, puis que tu sois bon en feinte. On peut tuer avec ses poings. Donc, c'est le même principe pour le dopage. Là, quand je dis que moi, je tolère aucun dopage, que ce soit intentionnel ou pas, c'est parce qu'on n'est pas en basketball, on est en boxe. Mais c'est un peu le même principe pour les fameuses Journey Women. Il y en a chez les hommes, mais c'est moins fréquent. Chez les femmes, beaucoup en Europe de l'Est, je vais le dire comme ça, il y a des filles facilement qui ont au-dessus de 50 défaites et qui boxent régulièrement encore contre des filles de qualité. Et moi, ça me dérange. Je voulais juste le dire parce que à un moment donné, ces filles-là vont se ramasser avec du Parkinson, de l'Alzheimer précoce, des problèmes de vue. Heather Hardy n'est pas une Les Journey mêmes problèmes Woman. qu'on voit chez les hommes. Là, Oui, tu sais, puis homme ou femme, je parle en boxe tout court. Là, j'en parle, je parle sur mon podcast de boxe féminine parce que je vois les combats féminins passer plus. Mais il y en a aussi chez les gars. Quand tu cherches un adversaire vraiment faible, tu fais exprès, là, c'est correct. Là, tu veux sa fiche. Mais là, ici, tu ne veux même pas sa fiche. Si au moins tu as l'excuse de dire oh, il est 12-1, mais je le sais qu'il a juste affronté des filles, des personnes ordinaires, c'est tel que tel. Là, on le sait d'avance, la personne ne gagne pas. La personne n'a rien à t'offrir. J'ai beaucoup de misère. Éthiquement parlant, ça me dérange. Moi, quand on parle de santé physique, puis même de santé mentale, ça me dérange. Puis dans un sport où tu peux tuer avec tes poings, ça me dérange qu'on sanctionne des affaires de même, sans trop se poser de questions, puis souvent à la dernière minute aussi. On voit ces filles-là apparaître ces fiches là, à une semaine d'avis. Les combats, on ne trouvait pas d'adversaire. À une semaine d'avis, tu as une affaire de même qui apparaît sur ta fiche. Puis c'est celle-là que tu affrontes. Des fois, ils se présentent au weigh-in, puis tu apprends le matin même que tu affrontes la fille de 100 défaites. On le voit moins en Amérique du Nord, mais on le voit pareil. C'est où la limite? On le voit dans certains États. C'est vraiment du... Oui, c'est plus ciblé. En Europe, on le voit en Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne. C'est très commun dans tout l'Occident européen. Là, c'est très, très commun. Bref, je voulais le dire. Dernier sujet, j'ai une question pour toi. J'ai essayé de regarder une vidéo, mais je n'ai pas compris. Genre, elle knock une fille qui n'a comme pas rapport, qui dort. Là, elle tire la couette. Puis là, tu parles de Clarissa Shields, ça? Bon, premièrement, la question... C'est des podcasteurs dans le coin d'Atlanta. Elle est allée faire une vidéo. Je n'ai pas compris. Il y a plein d'affaires qu'elle a fait, Clarissa Shields. Clarissa Shields, j'ai l'impression qu'elle s'ennuie amèrement présentement. Elle s'ennuie profondément. C'est pour ça qu'elle lance des défis à Keith Thurman puis à Ryan Garcia. Dire, je vais te battre, je vais t'affronter, puis tout ça. Ça, c'est juste du blabla. On s'entend. Les gens qui disent elle est sérieuse avec ça, ça ne serait jamais sanctionné. Là. Fait que c'est pas... On oublie ça. Là. Elle sait très bien que ça ne serait pas sanctionné. Ryan Garcia qui lui répond, by the way, j'ai beaucoup ri cette semaine quand il lui a répondu en message privé hey, on ferait des beaux enfants, toi puis moi. Ça serait des génies de la boxe, toi qui es médaillé, puis moi toi qui es double médaillé d'or, puis moi qui est le meilleur boxeur de tous les temps. J'ai beaucoup ri. C'est un échange qu'elle a publié entre elle et Ryan Garcia en privé. Mais cette fois-ci, là, elle est partie sur une lubie où elle dit qu'elle passe des auditions, elle fait passer des auditions. Elle cherche des femmes, principalement, OK? Elle cherche des femmes qui ne sont pas boxeuses, ni boxeuses d'MMA, des filles qui se battent dans la rue, à l'école, qui ont une expérience un petit peu de voyous, on va dire ça comme ça, mais qui sont bonnes, qui ont des bons points. Puis elle dit, moi, j'offre 100 000 $ à celle qui va gagner l'audition puis qui va venir m'affronter dans un combat. On s'entend que ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas, là. C'est juste pour faire parler d'elle. Elle est allée rencontrer une des filles, justement, puis ils ont fait un petit vidéo drôle, humoristique. C'est juste pour faire rouler son nom puis faire du contenu. Une fois, il avait fait ça avec la lutte professionnelle. Il avait pris les vrais lutteurs, puis ils avaient inscrit dans un tournoi, et là, ils se battaient à coups de poing, puis il y en avait qui savaient boxer un peu, puis ça culminait à ce que celui qui gagnait pouvait faire $250,000 puis il battait Butterbean à WrestleMania. Sauf que c'était pas arrangé que le gars l'ait vu. Puis Butterbean a passé proche de tuer Bart Gunn en plein WrestleMania. Il l'avait assommé en quelques secondes. Là. Fait que, tu sais, c'est
quelque chose qui revient à travers les époques. Une fois de temps en temps, là, il y a quelqu'un qui lance un défi. Fait que là, Clarissa Shields est là-dedans présentement. Puis elle est allée chez des podcasters, comme tu dis, puis elle les a défiés. Es-tu capable de recevoir ma main avant? T'sais? Ouais, je l'ai vu, elle frappe un gros côte parce qu'elle dit, tout le monde dit que je frappe pas fort, je vais te frapper au ventre. Puis là, elle frappe. Je vais t'en faire un au corps, là, un beau direct au corps, une belle main avant au corps, puis c'est ça qu'elle fait. Puis, tu sais, Clarissa Shields, c'est sûr que si tu suis sur les réseaux sociaux, tu vas toujours être diverti, même si la moitié des affaires là-dedans, c'est n'importe quoi, comme son combat contre Keith Thurman, comme les défis à Ryan Garcia, comme cette affaire-là de Clarissa Shields pour 100 000 $. Mais Clarissa Shields, si elle fait ça, c'est parce qu'elle a besoin de faire tourner son nom, parce qu'elle n'a pas beaucoup de défis. Elle manque cruellement d'opposition, mais elle aurait quand même pu donner un rematch à Savannah Marshall qui en avait... Même si elle l'a bien battu, je pense qu'on aurait tous acheté le rematch, puis elle aurait gagné au moins 6 mois, mais là, je sais pas. Elle lui a donné le rematch aux États-Unis. Ouais, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi tu penses? Parce que John Fury ne peut pas voyager aux États-Unis. Il n'a pas le droit. Depuis le scandale MTK Global, il est encore sur la liste des gens bannis. Fait que ça s'est pas fait. Je dis John Fury, c'est pas John Fury, c'est Peter Fury. Désolé. John, mais bon. Les deux sont bannis. Ils ne peuvent pas voyager aux États-Unis. Fait qu'il y a un enjeu, il ne peut pas amener son équipe. Puis Clarissa Shields, elle a dit, regarde, moi, je suis en disputed, je t'ai battu chez vous, c'est à toi de venir chez nous. Cela dit, je crois qu'ils vont se battre en MMA. C'est pas mal sûr. Savannah Marshall va faire ses débuts d'MMA sous peu. Elle s'est entraînée avec Meatball Molly puis des affaires de même, tandis que Clarissa Shields, c'est avec Holly Holmes. Mais bon, les deux sont débutantes MMA. Donc, on s'entend que le rematch aura peut-être lieu, mais dans un autre sport que celui qu'on aime, Laurent. Mais Marie, tu me diras c'est quand, je ne vais pas l'écouter. Ben, c'est ça. Moi non plus, je ne suis pas très intéressée par la MMA. Chacun ses goûts, mais bon. Cela dit, le rematch pourrait avoir lieu là, je suis pas mal sûre. Les débuts, c'est bientôt. Je pense que ça se bat le mois prochain, Savannah Marshall en MMA. Fait qu'on va pas. Peut-être que Clarissa Shields va être là, puis ils vont se défier l'une l'autre, puis là, ça va découler sur quelque chose. C'est pas mal tout pour nos sujets, Laurent. Ça fait le tour et on se reparle le mois prochain. En théorie, oui. À plus, là. Aïe.